Monsieur le Président, je voudrais remercier le professeur Belkhadir, le professeur Ben Abed et l'ensemble du comité de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète pour toujours travailler sur la santé publique en fait, parce que c'est un thème qui ce sont des sujets qui sont très importants pour nous. On aura beau avoir des nouveautés, si on ne travaille pas avec notamment l'État et le ministère de la Santé, si on ne travaille pas avec la médecine de proximité et le médecin généraliste notamment, qui est le médecin de première ligne, eh bien toute nouveauté sera obsolète finalement. Donc on va voir aujourd'hui les mœurs de la diabétologie. Et c'est toujours compliqué de parler des musts parce que quand on regarde en 2019 le nombre d'articles qui est sorti lorsqu'on met comme mot-clé le diabète, on se retrouve avec plus de 62 000 articles que je n'ai pas lus, rassurez-vous. Et du coup, on se pose à chaque fois la question de comment on va faire pour pouvoir présenter finalement le jus de 2019. J'ai choisi des possibilités. On peut prendre les études, on peut parler des recos, et on sait qu'on en a eu beaucoup cette année, et on peut aussi parler des nouveaux traitements. Et finalement, au lieu de se poser des questions comme ça, j'ai plutôt choisi de vous poser mes questions par rapport à des concepts qui sont actuels aujourd'hui et qui peut-être vont faire changer notre prise en charge. Bien entendu, mais je ne dirai qu'un mot de l'étude Stepwise qui vient d'être présentée parce qu'on l'attendait depuis longtemps et on est fiers maintenant en tant que Marocains de pouvoir présenter notamment des résultats comme ceux du diabète ou du prédiabète, puisque effectivement ça revient à des données probantes et de pouvoir imaginer combien le travail est important pour nous médecins, mais pour tout éducateur pour pouvoir diminuer la prévalence du diabète. Ensuite, on a des nouvelles études tous les ans et depuis 2016, on a des études sur la sécurité cardiovasculaire chez le patient diabétique qui ont bouleversé la prise en charge du diabète. Et c'est important de voir si nous, au Maroc, ce sont ces recos qu'on va suivre, justement. Est-ce qu'on va suivre les recos américaines, les recos européennes, ou est-ce qu'on va simplement réfléchir en tant que Marocains? Des particularités me semblaient intéressantes puisque on a une étude qui est sortie sur un agoniste du récepteur au GLP1 qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui n'a l'AMM que chez le sujet adulte depuis plus de 18 ans et que peut-être on pourra utiliser chez l'enfant qui a donné de bons résultats. Un autre sujet qui fait beaucoup polémique depuis toujours et notamment ces dernières années avec les traitements antidiabétiques de la femme enceinte, et je sais que même au niveau du ministère on essaye de voir si on peut donner l'AMM notamment à la metformine, et donc ce sont ces 4 questions qui sont les premières sur lesquelles on va discuter, avec une dernière pour ceux qui aiment un peu la physiopathologie, et notamment maintenant c'est quelque chose à la mode. En diabétologie, quand on a un sujet à la mode, il sort finalement à toutes les sauces dans toutes les revues. C'est ce qu'on appelle le time in range. Et vous verrez que le time in range ne sera peut-être pas utilisable par vous au quotidien, mais c'est un paramètre qui est important pour voir le risque de complications chez les patients diabétiques. Et vous le savez, on essaye de limiter d'abord les complications chez ces sujets. Ensuite, je me suis dit, après leur avoir posé mes questions, est-ce qu'il y a une grande question à partir des musts? Et finalement, la vraie question, c'est de se poser celle-ci. Est-ce que la nouveauté, c'est toujours un plus? Est-ce que le fait d'avoir de nouvelles études, est-ce que ça va nous apporter un plus? Ici, je vois beaucoup de médecins, on a des résidents, des médecins endocrinologues, mais aussi des médecins généralistes. Est-ce que le fait de connaître tout ça, ça va changer quelque chose dans la prise en charge? C'est important de regarder la logique formelle finalement. Parce que quand habituellement vous vous posez une question, vous pouvez avoir une seule réponse et cette réponse c'est la vraie réponse. Donc c'est la vraie. Et ensuite, toutes les autres propositions, eh bien, elles sont forcément fausses. Mais chez nous, dans la démarche médicale, c'est pas pareil. Donc on a une question à travers les études qui semble vraie. On va pas dire qui est vraie, mais qui semble vraie. Mais les autres ne sont pas forcément fausses.
Et donc, on a besoin de beaucoup d'humilité et il faut réfléchir et ne pas adopter, ne pas être gavé par tout ce qui est nouveau et se dire super, il y a une nouvelle étude qui est sortie, les Suisses ont changé leur ROCO, moi le Marocain, je vais changer ma ROCO directement. Non. Et j'en discutais avec le professeur Louis Monnier qui m'a permis d'utiliser sa slide, qui disait justement que les recommandations thérapeutiques doivent non seulement réclamer une certaine modestie de la part de ceux qui les formulent, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on discute avec eux des ROCO, parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus complexe que la logique formelle. Donc lorsqu'on vient en tant que Marocain réfléchir pour les Marocains et qu'on prend des décisions au niveau du ministère, notamment parfois différentes de ce que font d'autres, eh bien ça ne veut pas dire qu'on est dans le faux, mais ça veut dire qu'on réfléchit pour nous et qu'on réfléchit de façon adaptée à notre contexte. Et c'est ce qu'il faut faire à mon sens aujourd'hui. Pour juste revenir sur deux notions par rapport à l'étude Stepwise qui a été jusque maintenant présentée, eh bien, on regarde l'évolution, on a vu du surpoids et l'évolution de l'obésité, que ce soit, ici j'ai pris le total, que ce soit dans le milieu urbain ou rural, on se rend compte finalement qu'on a 20% d'obèses après l'âge de 20 ans, 30% de surpoids. Ça veut dire que notre travail, il doit être fait en amont, il doit être fait même en dehors du ministère de la Santé, mais qu'on doit travailler pour sensibiliser la population, pour pouvoir baisser le poids, pour pouvoir comprendre que le poids est effectivement préjudiciable par rapport à la santé globale et qu'il faut ne pas chercher les malades, mais chercher à essayer de baisser le poids pour ne pas rendre le citoyen marocain malade. Par rapport à la prévalence du diabète et du prédiabète, je dois dire que nous sommes rassurés, nous les endocrinos, du 10,6%, puisque comme vous le savez, nous étions toujours en désaccord avec le 6% des années 2000. On n'est pas toujours d'accord avec le 10,6%, mais c'est déjà mieux. Parce qu'effectivement, quand on se rend compte qu'on a 10,6% de patients diabétiques, juste sur une glycémie capillaire, je vous le concède, et 10,4% de prédiabétiques, ça veut dire qu'après l'âge de 20 ans, dans votre entourage, et dans vos consultations encore plus, eh bien, il y a un Marocain sur 5 qui doit soit être traité, mais en tout cas 1 sur 5 minimum qui doit recevoir des messages de sensibilisation. Et ça va être notre challenge et notre challenge à tous au niveau du ministère pour passer des messages audio à la radio, à la télé pour pouvoir dépister le diabète et je compte vraiment sur les médecins de famille pour le dépistage du prédiabète. Parce que le dépistage du diabète semble facile, on connaît bien les chiffres, mais la glycémie d'un sujet qui dépasse 1 gramme à jeun, eh bien, si un sujet a une glycémie qui dépasse 1 gramme ou une hémoglobine glyquée qui dépasse 5,8%, il faut d'ores et déjà, d'emblée, à ce moment-là, travailler avec lui pour qu'il puisse diminuer ses apports en sucre et éventuellement son poids. Pourquoi c'est important justement de continuer à parler du diabète? C'est que nous avons toujours su que l'hyperglycémie, le diabète entraînait des complications, une morbimortalité cardiovasculaire. Et dans les grandes études d'intervention, on a essayé de baisser la glycémie, de baisser l'hémoglobine glyquée. Eh bien, on avait un changement en 2008. Parce qu'en 2008, avec l'étude sur la rosiglitazone, eh bien, on a eu une surmortalité chez les patients diabétiques type 2 qui prenaient ce traitement. Et du coup, sont arrivés les nouveaux essais d'intervention pour vérifier que si moi, je donne un traitement à un patient, si j'arrive à baisser la glycémie de ce patient, eh bien, je ne suis pas délétère. Parce que c'est ce qui se passait avant. Et donc, on a les études d'avant 2008 qui cherchaient surtout à baisser l'hémoglobine glyquée et les études d'après 2008 qui s'intéressent bien entendu à l'hémoglobine glyquée. Mais comme on dit aujourd'hui, on ne va pas rester glucocentré. Il ne faut pas être glucocentrique parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et ces autres études, justement, eh bien, elles se sont intéressées à quelque chose qui est notre point principal, c'est d'abord de ne pas tuer les malades. D'abord, d'éviter qu'ils aient de nouvelles complications. Et nous avons aujourd'hui des traitements qui nous permettent justement de diminuer ces complications. Ces traitements, ils sont nombreux. On en a aujourd'hui 2 au Maroc, mais depuis 2016, on continue à avoir justement ces études où vous allez avoir une diminution de la mortalité cardiovasculaire, une diminution du risque d'infarctus du myocarde, une diminution du risque d'AVC. J'ai pris l'exemple des 2 dernières études de cette année, qui sont l'étude d'Eclartimi,
qui va parler de la dapagliflozine. La dapagliflozine, c'est un inhibiteur du SGLT2, pour faire simple. Il a le même mécanisme qu'un diurétique, mais c'est du sucre qui va passer, du glucose qui va passer au niveau des urines. Donc forcément, qui dit glucose qui passe, dit diminution de la glycémie, mais aussi diminution du poids. Et on se rend compte avec ces études qu'on a une diminution de ce qu'on appelle nos critères MACE et de maladies cardiovasculaires, et notamment d'insuffisance cardiaque, qui est beaucoup plus intéressante que, bien entendu, le placebo, et qui vient aujourd'hui, vous allez voir, rendre ces molécules en première prescription après la metformine chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Juste une idée, enfin une notion importante, c'est que à l'intérieur d'une famille, comme les IDPP4 ou comme les agonistes du récepteur au GLP1 ou comme les glyphlosines, tout le monde n'a pas la même efficacité sur le cœur. Et donc on peut avoir ici, comme vous le voyez avec la dapagliflozine, une non-infériorité très significative, mais il n'y a pas de démonstration de sécurité comme on a eu par exemple pour l'AMPA. Mais ce sont ces études qui ont changé les recos. Elles ont changé les recos. L'ADA, EASD, les Américains, les Européens ont tous proposé, bien entendu, de mettre ces molécules en première ligne après la metformine chez les patients qui avaient une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale, une maladie rénale chronique ou à haut risque cardiovasculaire. Un petit clin d'œil à une nouvelle molécule qui viendra peut-être bientôt sur le marché, pas encore marocain, c'est le sémaglutide, qui est un agoniste du GLP1 oral et qui a démontré qu'il y avait une non-infériorité, donc pas comme son cousin le liraglutide, au niveau de la sécurité cardiovasculaire, mais on a encore des études plus longues qui sont attendues, mais surtout qu'il y a une bonne efficacité au niveau de l'hémoglobine glyquée et au niveau du poids. Et le fait de ne pas avoir une injection finalement, même si l'injection ne doit pas rebuter le patient, ne doit pas nous faire peur, eh bien pourrait être intéressant dans l'avenir pour notre arsenal thérapeutique. Une autre étude qu'on attendait beaucoup, c'est la première du genre, c'est la comparaison entre une glyptine et un sulfamide. On vient toujours, vous savez, au niveau de nos hôpitaux, au niveau des soins de santé de base, on a juste des sulfamides et on a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi on n'a pas les nouvelles molécules. Bon, ces nouvelles molécules seraient certes intéressantes, mais il faudrait nous quintupler, je crois, le budget pour pouvoir les avoir, tout en sachant que on nous a toujours dit que les sulfamides tuaient. Eh bien, ces sulfamides, lorsqu'on a une étude qui va comparer en double aveugle, donc contrôler randomisé la linagliptine versus le glimépiride, on se rend compte que sur 6 ans, oui, lorsqu'on va regarder le double critère hypoglycémie et hémoglobine glyquée à l'objectif, eh bien, il y a une supériorité pour la linagliptine, mais il n'y a aucune différence en termes de sécurité cardiovasculaire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune étude qui prouve que les sulfamides vont aller directement agresser le cœur. Les sulfamides, ici c'était une étude avec le glimépiride, mais on peut étendre aux sulfamides de 2e génération, eh bien qu'on peut continuer à les utiliser dans notre pays sans avoir honte, mais il faut savoir les prescrire, même si ce n'est pas aujourd'hui le topo. Il faut savoir prescrire les sulfamides. Alors les recos, qu'est-ce qu'elles proposent ? Je ne vais pas vous compliquer l'existence avec les détails, juste pour voir la réflexion. En première intention, on a la metformine, toujours, quel que soit le poids du patient, s'il n'y a pas de contre-indication, s'il n'y a pas d'effet indésirable, c'est la metformine. Si c'est insuffisant, eh bien, on va réfléchir non pas sur l'hémoglobine glyquée, mais réfléchir sur le statut du patient. Est-ce que c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire avérée ou une maladie rénale chronique ? À ce moment-là, on va lui proposer en deuxième intention de façon préférentielle, quelle que soit l'hémoglobine glyquée, un SGLT2 ou un agoniste du récepteur au GLP1. Et donc, on ne regarde pas l'hémoglobine glyquée. J'insiste, vous avez un patient sous metformine qui a 6,5% d'hémoglobine glyquée. S'il est en prévention secondaire, eh bien, il doit avoir ces traitements dans les recos. Au Maroc, ça va être un peu plus compliqué, mais peut-être que dans l'avenir, si on peut limiter justement les indications, on pourrait introduire ces produits pour ce profil patient. Et lorsqu'on n'a pas de maladie cardiovasculaire avérée, eh bien, on peut tout proposer. Il faut juste savoir comment les prescrire. Et dans la dernière d'AEASD, c'était en 2018, j'ai beaucoup aimé parce qu'on fait justement les recos et le premier orateur présentait la reco et à la fin, après avoir dit que ces nouveaux traitements étaient fantastiques, il a dit, voilà, après la diète, on va utiliser une tablette, donc un comprimé,
Ce comprimé, ça doit être la metformine. Et ensuite, rajoutez ce que vous voulez, du moment que votre patient arrive à être relativement équilibré avec le minimum d'effets indésirables. J'ai trouvé ça intéressant après toutes les multiples discussions que le premier auteur des recos nous dise ça, ce qui va vraiment à l'encontre et ce qui nous conforte nous. Alors donc un mot qui me reste sur le reste, donc le liraglutide chez l'enfant, c'était une étude, un essai contrôlé de phase 3 qui a démontré qu'au bout de 26, mais c'était pareil au niveau de la 52e semaine, qu'il y avait une diminution de l'hémoglobine glyquée chez ces patients diabétiques de type 2 qui avaient déjà de la metformine et qui était vraiment intéressante puisque entre le groupe liraglutide et le groupe placebo, il y a une différence de 1,3% d'hémoglobine glyquée et de façon assez significative tout en gardant à l'esprit qu'il y avait beaucoup d'événements gastro-intestinaux. La question de la grossesse qui devient récurrente et on nous pose souvent la question pourquoi ne pas utiliser le gliburide ou le glibenclamide chez nous pour le diabète. Eh bien, on n'avait pas beaucoup d'études, mais cette étude a démontré, cette dernière en 2018, qu'il y avait effectivement une normalisation des glycémies, mais que malgré qu'on ne trouve pas de relation significative entre les complications et le type de traitement, qu'il n'y avait pas de justification pour utiliser un sulfamide. En première ligne, dans le diabète gestationnel, on continue à faire la diète. N'oubliez pas que la diète devrait rétablir 75% des femmes qui présentent un diabète gestationnel. Dans les études, au Maroc, c'est l'inverse, c'est 75% qui ont de l'insuline, très probablement parce qu'elles ne mangent pas correctement, elles ne suivent pas la diététique, mais qu'on pourrait garder aussi à partir de cette autre étude récente, la metformine qui serait intéressante au niveau du premier trimestre notamment. Ma dernière question, c'était sur le time in range. Qu'est-ce que le time in range en fait? C'est le temps qui va être passé dans la cible, le temps que le patient diabétique va passer dans la cible, puisque dans le temps, on s'est rendu compte que la glycémie qui baissait diminuait le risque de complications. Le diabète, c'est facile, on faisait des fonds d'œil, on regardait les rétinopathies. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était spécifiquement l'hémoglobine glyquée qu'il fallait regarder, mais ensuite, on s'est dit, tiens, l'hémoglobine glyquée trop basse entraîne plus de complications. Quels paramètres on va trouver pour diminuer le risque de complications? Eh bien, c'est ce pourcentage de temps passé dans la cible qui est estimé globalement avant manger, on va dire, qui ne descendent pas en dessous de 0,7 et en postprandial qui ne dépasse pas 1,80 g. Et on se rend compte que finalement, oui, c'est corrélé à l'hémoglobine glyquée d'une part, mais surtout, c'est corrélé à la fréquence du développement de la rétinopathie. Donc plus vous avez un temps passé dans la cible qui va être entre 0,7 et 1,8, moins on va avoir de complications. Et c'est ce paramètre qui est en train d'être étudié sur toutes les anciennes études, mais aussi les nouvelles avec les CGMS et les haltères glycémiques justement, pour qu'on puisse affiner et peut-être être beaucoup plus perspicace, notamment chez les patients diabétiques de type 1 d'abord, et ensuite au niveau des patients diabétiques de type 2. Donc pour finir, on parle beaucoup de nouveautés, mais finalement il ne faut pas oublier le principal. Parce que les musts, ça va quand même rester la diététique et l'activité physique. Le must chez le patient diabétique, c'est l'activité physique et la diététique. On peut faire toutes les études, tous les traitements. La diététique bien conduite et l'activité physique améliorent de loin le profil des patients. Et quelque chose qu'on devrait peut-être traiter la prochaine fois, c'est le concept d'éducation et d'alliance thérapeutique, puisqu'on peut avoir les meilleurs traitements, on peut être suisse, on va dire, au niveau de la poche, avoir tous les traitements pour tout le monde, mais si on n'explique pas la maladie, si on n'explique pas l'intérêt, si on ne cherche pas à faire adhérer le patient à son plan de prise en charge, on peut avoir les meilleurs traitements qui ne seront pas pris. L'exemple, vous avez donné tout à l'heure les statines, dans des pays comme la France, chez qui les statines sont données les médicaments sont pris gratuitement, au bout d'un an, même en prévention secondaire, 50% des patients ne prennent plus leur traitement. C'est pareil dans beaucoup de pays européens chez qui j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils ne payent pas les traitements et qui pourtant ne les prennent pas. Et donc notre job en tant que médecin, c'est d'abord cette alliance avec le patient qui doit être au centre de la prise en charge et je vous remercie.